Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chevgènes. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, ont beaucoup inspiré les noms que l'on retrouve en cuisine. Madeleine, par exemple, pourquoi ça s'appelle Madeleine, et bien d'autres, les charlottes, les pêches Melba, les poires Belle Hélène, Oui. et ainsi de suite. Ce sont des femmes remarquables. Oui, enfin en tout cas, elles ont inspiré, ce sont des muses pour certaines, d'autres sont des vraies créatrices. Je pense aux sœurs Tatin, que l'on va voir dans un instant. Donc on a vraiment affaire à des... Vous savez que la pâtisserie, c'est un art. Hein, il y a 5 beaux-arts, disait Antoine Carême. La musique... Comment il s'appelait, lui? Antoine Carême. Carême, Grand pâtissier, le plus grand pâtissier de tous les temps. Il s'appelait Carême. Carême, oui. Ah oui. Et donc, peinture, sculpture, et la 5e était l'architecture, avec une de ses branches principales, la pâtisserie. Donc c'est dire si ça fait partie de ces beaux-arts. Et les pâtissiers existent depuis très longtemps, mais pas sous la forme à laquelle on les connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on les connaît comme étant des concepteurs de gâteaux, principalement. Or, à l'origine, les pâtissiers, comme leur nom l'indique, faisaient des pâtés. Des pâtés à base avec à l'intérieur... Pas des pâtes, hein, des pâtés. Pâtés d'abord, hein, pâtés avec à la fois dedans du poisson, du sucre, c'est-à-dire du miel, ou de la viande, enfin tout était possible à l'intérieur de ces pâtés. Un peu costaud, Alors c'était costaud, mais voilà, le pâtissier faisait des pâtés. Et puis petit à petit, à partir du XVIe siècle, ils étaient coincés un peu entre les boulangers qui faisaient des gâteaux et puis les charcutiers qui faisaient déjà des préparations avec de la pâtés viande. aussi, quoi. Absolument. Ouais. Les charcutiers, comme on les appelait, qui travaillaient la chair cuite. Le charcutier, c'était stop, ça. Hop, stop. bip, nut. Alors, Réexpliquer ça, pardon. Les charcutiers, à l'origine, sont des gens qui travaillent la chair cuite. Les La chair cuite. sont devenus des charcutiers. Et c'est devenu les charcutiers. On a enlevé le i de chair. Le i, ouais. Charcutier. Alors, on regarde des images, William, et puis Non, on va... mais ça, c'est bien déjà. on va- point pour lui. bah, je peux- C'est bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, c'est parti. Allons-y. Vous évoquiez les madeleines, allez, voilà. Et malheureusement, parce que pour chacun des gâteaux dont on va parler, on a trouvé hein, le visage de la femme qui les accompagne. Là, c'est impossible, dans le sens où la question reste encore posée. On parle beaucoup de Madeleine Pommier, qui avait réalisé ce gâteau et qui a beaucoup plu à Stanislas Lesinski. Là, je vous présente Charlotte, reine d'Angleterre, épouse de Georges III. C'est à elle que l'on doit la fameuse Charlotte aux poires. Alors, quand je dis à elle, c'est en hommage à la reine, parce que c'était une reine au fort caractère, et le pâtissier lui a rendu hommage. Là, je vous présente Suzanne Reichenberg, qui est une comédienne, une bonne amie du prince de Galles, futur Édouard VII, qui venait souvent à Paris et en France. Et c'est à elle, Suzanne, que l'on doit la crêpe Suzette, puisqu'il a adoré cette crêpe et que, du coup, il s'est tourné vers sa compagne et lui a demandé son prénom. C'était un peu gonflé, je trouve. On aurait pu leur donner des noms de parfums. Oui, Ça aurait été peut-être plus élégant qu'un nom de crêpe. C'est ça, c'est surtout ça. Mais Et bon. puis là, on vient de voir la poire Belle Hélène avec cette Belle Hélène, évidemment. Les sœurs Tatin. Alors, leurs prénoms, vous la connaissez? Caroline et Stéphanie. C'est bizarre, hein, parce qu'on n'est pas du tout à Monaco, mais on est du côté de la mode Beuvron. Mais oui. Et alors, elles étaient cuisinières dans... Il aurait pu voir quelqu'un qui s'appelle Albert. Attendez, arrêtez. Enfin, vous êtes déchaînés ce matin. Alors, Nelly Melba, une cantatrice. Alors, c'est pour lui rendre hommage que le grand cuisinier Escoffier à Londres a réalisé la pêche Melba. Elle était cantatrice. Melba, ça vient de Melbourne, c'était sa ville natale en Australie. Elle appelait ça comme pseudonyme. Oui. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Et avoir la pêche, alors À avoir la pêche, oui, alors elle n'a plus rien à voir avec cette pêche Melba, en tout cas. Ouais. Donc il y a le Bloody Mary, vous savez, que l'on doit à la reine d'Angleterre, Marie. Mary, Mais enfin là, d'accord. c'est à boire avec modération. Avec modération. Ça, c'est autre chose. Donc, ouais. oui. Et puis il y a des gâteaux, vous savez, faits par les Sans sœurs. excès, vous Sans vouliez dire. excès, oui. C'est ça. Autre chose, pardon. Non, je pensais aux gâteaux qui étaient réalisés par des religieuses. Vous savez, les visitandines, toutes ces pâtisseries, ces petits biscuits qui sont délicieux, qui font fondre tout le monde. Tout cela parce qu'elles avaient des œufs en grande quantité, puisqu'elles n'avaient pas le droit de les manger pendant la période de Pâques. Donc pour ne pas gâcher les œufs, eh bien on faisait des pâtisseries. Et après on les vendait pour rapporter un peu de sous. Et M. Carême qui ne savait pas de quoi il parlait, parce qu'en fait, avec un nom pareil, il ne mangeait pas. Jamais il a fait bien Carême. sûr. Écoutez, merci beaucoup pour cette petite chose charmante, je vous en absolument prie. délicieuse. Vous intéressez au football, mais alors très très haut niveau, n'est-ce pas? Puisqu'il va s'agir de PSG ce soir. Vous savez que PSG, ils vont se battre contre encore
Ils sont Barcelone. même arrivés à Barcelone avec 4 points d'avance. Si vous étiez dans une grotte, si vous étiez amnésique, voilà, 4-0, c'était le match aller. En principe, statistiquement, ça devrait passer. 100% de chance de se qualifier. Mais ce ne sont que des statistiques. Et il y a ce qu'on appelle la remontada, la remontée. Ils appellent ça la remontada? Oui, parce que je suis un accent espagnol à couper le souffle. Et les Espagnols espèrent. Voilà. Bon, en tout cas, on en reparlera bien sûr demain. Là, on va parler de ce qui s'est passé hier, William. Ce Dites-moi. qu'il faudrait, c'est trouver l'équipe, le journal espagnol, qu'est-ce qu'il en pense de ça. Ils essaient de retrouver la une des journaux espagnols. de l'équipe de Barcelone. Bon, alors à part ça. On a 2 clubs qui sont déjà qualifiés, c'est le Bayern et le Real Madrid. On va partir en Italie tout de suite avec le Real. Regardez le Real qui est le tenant du titre, vainqueur à l'aller 3-1 et qui encaisse un but de Naples sur sa pelouse en première période. Frappe croisée de Mertens. Et en terre italienne, les Espagnols sont menés 1-0 à la pause, mais leur capitaine Sergio Ramos s'offre un doublé en 6 minutes avant l'heure de jeu. 2 têtes pour ce garçon. Et dans les toutes dernières secondes, c'est Morata qui inscrit un 3e but madrilène, 3-1. Score final, le Real Madrid qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 7e année consécutive. Le Real qui a déjà remporté la compétition à 11 reprises. William. Et ça se passait aussi du côté de Bayern Munich qui a largement battu Arsenal, vainqueur à l'aller 5-1 à domicile. Les Allemands sont allés battre les Anglais sur le même score. Le Bayern mené 1-0 à la mi-temps, égalise sur penalty d'Lewandowski. Ensuite, c'est Robben qui permet aux Bavarois de virer en tête à 20 minutes de la fin. Grosse frappe de Costa pour le 3e but de Bayern. Et pour conclure, doublé de Vidal qui soigne les Gunners ou qui les rend malades. Vidal, c'était une bonne blague. 6e quart de finale d'affilée en Ligue des Champions pour le Bayern, les Allemands qui visent un 6e titre du foot féminin, William, avec la She Believes Cup, tournoi sur invitation qui se déroule aux États-Unis et qui oppose 4 des 5 meilleures nations mondiales. Et cette nuit, les Françaises en blanc ont assommé leurs hôtes américaines et championnes du monde en titre. 3-0. Vous avez vu Camille Abili, ça c'est Eugénie Le Sommer et Abili encore elle, donc qui s'offre un doublé. La France remporte ce tournoi avec 2 succès et un nul. Elles sont bien les filles, là, dis donc. Elles sont très bien. Quoi d'autre? On a du basket européen avec un club pour qui ça se passe bien, des garçons, et 2 clubs pour qui ça se passe plus mal, garçons et filles. On regarde les garçons, c'est l'Asvel Villeurbanne, Lyon-Villeurbanne en blanc en quart de finale de Ligue des Champions après la victoire face aux Grecs de l'Aris Salonique 81-67. Les 2 équipes s'étaient quittées à l'aller sur une égalité de points. Le champion de France n'a pas fait dans le détail à domicile pour ce match retour. Il y aura au moins un club français en quart de finale dans cette compétition. Monaco joue ce soir, mais hier, Le Mans en blanc a été éliminé par le club italien de Sassari. Le score 68-66. Pourtant, les Sartois avaient réussi à recoller au score dans les dernières secondes. Un petit mot de basket féminin avec Bourges en noir qui s'incline en quart de finale de l'Euroleague. Défaite chez les Russes du Dynamo Koursk. 76-71, des Russes invaincus sur la scène européenne cette saison. Match retour vendredi. Du cyclisme à suivre en ce moment sur France Télévisions avec le Paris-Nice, 3e étape, Chablis-Chalon-sur-Saône, 190 km, victoire au sprint de l'Irlandais Sam Bennett. Le Français Arnaud Desmarques est arrivé 6e hier et conserve le maillot de leader. Aujourd'hui, un contre-la-montre entre Beaujeu et le Montbrouilly dans le Beaujolais. Et il y a des gens qui font du ski en ce moment ou pas? Il y en a qui font très bien du ski et des Français qui gagnent. Je vous propose de vous rendre à Tignes tout de suite. C'est en Savoie. Regardez avec un feu d'artifice pour le SFR Freestyle Tour. Dernière étape de Coupe du Monde de Halfpipe. 10 000 spectateurs qui ont bravé le froid pour venir assister au final. Et le sacre de ce garçon, Kevin Rolland, chez les garçons. Et il termine 3e de cette épreuve savoyarde. Mais le freestyler de la Plagne. Il a fait un triple, là, je médaillé de bronze. Exactement, vous comptez bien, William, au JO 2014. Sauf le globe de cristal qui récompense en fait le meilleur de la saison de Coupe du Monde. C'est son 3e globe de cristal. Et chez les dames, sous le casque, c'est Marie Martineau qui était également, normalement, elle devait remporter ce globe de cristal. Elle l'a eu. Elle s'est classée 2e hier. Elle avait remporté 3 étapes de Coupe du Monde cette saison. Elle s'est offert les X Games également à Aspen. Et il y aura les championnats du monde de freestyle qui vont débuter en Espagne. Donc ça démarre bien. On n'est pas loin de l'Espagne, c'est les Pyrénées pour terminer. Après le ski, du snowboard avec le
circus, Pyrénées Circus à Sanary. C'est le World Snowboard Tour avec des modules shapés, comme on dit, de main de maître, c'est-à-dire dessinés, taillés. Bon, parfois ça fait mal à l'arrivée. En tout cas, il y a encore de la neige, William. Faut en profiter, que vous fassiez du ski, du snowboard, du télémarque, de la luge que vous voulez. Là, hein. Allez-y. Est-ce que vos copains, ils se baladent avec une petite GoPro sur le casque? Oui, sur le casque. Ah ouais. Oui. Et pas que sur le casque, même parfois au bout des bâtons. Où on a il plein de faudrait nous solutions. montrer ça. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on a retrouvé la une du journal espagnol? Le voilà, c'est l'équipe locale. Hein. Sport. Alors, nous sommes le Barça. Voilà, pour expliquer que ce soir, c'est toute l'Espagne qui va jouer contre le PSG. Bon, merci beaucoup. Allez, à plus tard. On va continuer à parler sport, figurez-vous, avec Sophie Pignal. En cette journée qui vous est dédiée, mademoiselle, Sophie Pignal a décidé de vous dresser le portrait hors du commun d'une boxeuse. C'est une championne qui cumule les titres. Vous la connaissez probablement. Elle s'appelle Sarah Ouramoun. Et lorsqu'elle n'est pas sur les rings, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bosse, figurez-vous. Et elle est là, elle a monté une start-up. C'est tout à fait intéressant. Regardez. En ce 8 mars, journée de la femme, j'ai eu envie de vous présenter une femme au parcours étonnant, puisqu'elle a réussi l'exploit d'être vice-championne olympique aux Jeux de Rio 2016, qu'elle est chef d'entreprise, maman et coquette. La voici avec la styliste qui s'occupe de son image. Ok, bon bah super, ouais. Ça m'a l'air vraiment pas mal là, ici. Ouais, j'aime bien la couleur. Ouais. La longueur, c'est parfait. Je réduis un peu sur le bas pour l'effet fourreau. Et je mets une fente derrière pour que tu puisses marcher tranquillement. Ouais. Très bien comme ça. C'est vrai qu'on imagine à tort que les femmes sont des camionneurs et qu'elles sont très masculinisées. Il y a de tout. Hein. Enfin, on est femme avant d'être sportive. Tu vois ça, jolie petite tenue, décontractée, habillée. L'apparence, l'image qu'on donne, c'est important. Et j'aime bien aussi me sentir à l'aise et puis me plaire. Si Sarah Ouramoun a mis fin à sa carrière sportive, elle s'est donné d'autres défis, comme celui de promouvoir la boxe comme outil de développement personnel. Ici, j'ai un cours de boxe féminine avec une garderie. Je monte aussi des ateliers boxe et développement personnel, mais là, je le fais directement dans les entreprises. T'as un bras qui bloque, l'autre qui remet. J'ai eu des entreprises qui trouvaient ça super parce que c'était complètement décalé, c'était un vrai pas de côté. Et d'autres qui ont eu peur justement que leurs salariés se tapent dessus et que ça engendre encore plus de conflits. Aujourd'hui, avec l'impact des Jeux Olympiques, il y a un autre regard sur la boxe qui fait que les entreprises me contactent directement pour que j'intervienne dans leurs locaux. Après, oui, c'est un sport où on se met des coups, où on en reçoit, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les éviter et surtout en donner. Donner des coups, oui, c'est vrai que ça peut surprendre. Après, c'est dans un cadre, c'est réglementé pour faire en sorte que notre santé et notre intégrité physique ne soient pas mises à mal. C'est à Aubervilliers, dans le 93, que son entreprise est installée. Une banlieue qui petit à petit change d'image et qui devrait, si la chance est de notre côté, accueillir en 2024 de nombreuses compétitions à l'occasion des Jeux Olympiques. En tant que femme, le message que je veux faire passer, c'est vraiment d'oser, de ne pas se mettre de barrières, se faire plaisir, parce que moi, c'est ce que j'essaye de me faire au quotidien, d'avancer sans trop me poser de questions, en tout cas sans me poser des freins. Voilà pour cette jeune fille. Direction Rome maintenant, avec une affaire qui bouleverse l'Italie depuis plusieurs semaines déjà. Alors c'est un DJ très connu dans le pays, tétraplégique après un accident de voiture et qui réclamait le droit à mourir. Mais vous le savez peut-être, l'euthanasie c'est illégal en Italie. Alors il a été à côté, en Suisse, où là-bas le suicide assisté est autorisé. Alors il est mort il y a une dizaine de jours. Et depuis, c'est le débat en Italie sur la fin de vie qui est relancée. Mais on va demander à Stéphanie Pérez, qui est là-bas à Rome, de nous parler de ça. Et je suppose, Stéphanie, que c'est pas facile dans ce pays-là, parce que c'est un pays où les institutions religieuses, me semble-t-il, sont très puissantes, non? Bonjour.
Bonjour William, exactement, vous l'imaginez bien là, ce matin on est au Vatican et forcément la question de l'euthanasie, de la fin de vie, c'est un sujet ultra sensible. Pourtant, vous l'avez dit, cette affaire elle a secoué le pays depuis une dizaine de jours et on continue encore aujourd'hui d'en parler parce que c'était un DJ très célèbre, un DJ qui a demandé tout simplement, vous l'avez dit, le droit de mourir dignement, mais il n'a pas pu le faire en Italie, il a dû franchir la frontière, aller en Suisse la semaine dernière, mourir en Suisse, où le suicide assisté est autorisé et légal. Et c'est ce combat qu'il a largement médiatisé. Ce sont toutes les questions qu'il pose que nous allons évoquer avec vous dans ce reportage réalisé avec Florence Crimon. En Italie, son visage est désormais celui du combat pour l'euthanasie. Fabiano Antoniani, longtemps, c'était DJ Fabo, roi des platines, star des nuits italiennes, jusqu'à juin 2014. Un accident de voiture et l'entrée dans une autre nuit beaucoup plus sombre. Cloué sur son lit, tétraplégique, aveugle, il ne respire plus qu'avec l'aide d'une machine. Les efforts de rééducation sont vains. Fabiano Antoniani demande le droit de mourir et rend son combat public. C'est vraiment une honte. Aucun parlementaire n'a le courage de faire une loi. Et ceux qui, comme moi, veulent mourir, nous sommes obligés d'aller dans un autre pays. À ses côtés, sa femme multiplie les appels pour une légalisation de l'euthanasie interdite en Italie. Pour laisser à chacun le droit de choisir sa fin de vie. Mais ces demandes d'une modification rapide de la loi sont restées sans réponse. Alors, la semaine dernière, l'ancien DJ est parti mourir en Suisse. Le suicide assisté y est autorisé. Pour l'avoir accompagné, Marco Cappato, cet ex-député européen, risque 12 ans de prison, mais il veut continuer la bataille. Nous, on veut aller jusqu'au bout, pour qu'on puisse choisir sa mort en toute légalité. Et de nombreux Italiens sont prêts à rouvrir le débat. On devrait pouvoir choisir sa fin de vie, étant donné que c'est quelque chose de très intime. Dans les cas très graves, quand la personne est vraiment diminuée, on devrait avoir le droit à l'euthanasie. Les institutions religieuses refusent catégoriquement toute légalisation de l'euthanasie. Mais dans un geste d'ouverture, l'église de Milan ouvrira ses portes ce vendredi pour un hommage au DJ qui a choisi sa mort. Alors, on l'a bien vu, Stéphanie, le débat est délicat en Italie, mais peut-être aussi d'une manière générale dans les autres pays de l'Union européenne, non ? Oui, alors question ultra sensible. Depuis le début de la semaine, ici à Rome, le Parlement italien se penche de nouveau sur la question de la fin de vie. Pas question du tout de revenir sur l'illégalité de l'euthanasie, on n'en est pas encore là. Mais en revanche, eh bien, les députés vont se pencher sur un texte qui permettrait aux patients de refuser tout acharnement thérapeutique, à l'image de ce qui se passe déjà en France, où on le sait, la question de la fin de vie, de la mort digne, est aussi une question assez délicate. En fait, eh bien, quand on regarde en Europe, il n'y a pour l'instant que 3 pays qui autorisent, qui légalisent l'euthanasie, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Merci beaucoup Stéphanie, à bientôt. Il avait le choix, il aurait pu parler de politique, il s'est dit tiens, ça arrive souvent ces jours-ci, on va parler d'autre chose pour commencer. Et de qui d'autre ? Pour commencer. Alors, il y a une formule, William, qui résume l'ambiance ce matin. Vous la trouverez dans Le Parisien avec les photos de 3 extraterrestres du sport moderne. La formule, la voici. Ils sont capables de tout. Oui, Messi, Suarez, Neymar sont capables de tout, y compris d'une remontada face au Paris Saint-Germain qui joue ce soir à Barcelone sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vainqueur 4-0 à l'aller, le PSG est quand même en meilleure posture que son rival, mais tout de même, méfiance, ils sont capables de tout, même si c'est au pied du mur qu'on voit en général le mur. Et le mur parisien est quand même assez haut pour le Barça qui doit se poser aussi des questions sur les méthodes de l'entraîneur parisien. Regardez cette photo, elle a été prise hier pendant l'entraînement. Séance de bisous, séance d'accolade. Câlinothérapie. Oui, peut-être célébrait-il par avance quelques buts que nous appelons évidemment tous de nos voeux ce matin.
Ils sont capables de tout, disais-je, et vous allez voir que le concept se décline à l'infini. Prenez l'Institut Pasteur. Là-bas aussi, apparemment, ils sont capables de tout. C'est l'exclu du jour. On apprend dans le Parisien que depuis 3 mois, eh bien, le célèbre organisme fait l'objet d'une enquête judiciaire pour cause de viol en folie. Alors, je vous résume l'affaire. Une scientifique de l'Institut a transporté à bord d'un vol Séoul-Paris, donc de Corée du Sud, 3 tubes d'échantillons de MERS coronavirus. Alors, c'est pas de la bière. C'est un virus potentiellement mortel, transmissible par le chameau et apparu au Moyen-Orient en 2012. Et une fois à Paris, eh bien, le virus a été rangé dans une petite boîte et posé sur une étagère de l'Institut. Pourquoi se balader avec ça ? Ah bah sans doute pour faire des expériences. Le problème, c'est qu'une fois à Paris, on a mis le virus dans une boîte, on a posé tout ça sur une étagère sans précaution particulière et ça a duré 1 semaine. Alors autant vous dire que s'il existe un code de la santé publique, ces règles ont été allègrement violées. Le patron de l'Institut risque, selon le Parisien, 350 000 € d'amende et 5 ans de prison. Alors, oui, ils sont capables de tout. Alors là, je vous parle des Français en général. Figurez-vous que 22% d'entre nous, j'allais dire, mais d'entre eux, estiment qu'une femme devrait, dans l'idéal, rester à la maison pour élever ses enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient près du double en 2002, donc ça progresse, mais quand même. Alors, en cette journée... c'est lent, hein, vous avez remarqué. Oui, ça va oui, doucement. c'est lent, oui. Et en cette journée internationale des droits des femmes, pléthore de papiers sur le sujet ce matin. Voyez Libération qui consacre 6 pages à l'affaire. Voyez aussi Femme majuscule qui a interrogé les candidats à la présidentielle sur la place de la femme dans notre société. Alors, à retenir 2 chiffres, 24%, c'est la différence de salaire entre les hommes et les femmes au détriment des femmes. Et puis 31%, c'est la proportion de femmes de 25 à 34 ans ayant bac+3 minimum, alors que dans la même tranche d'âge, eh bien, les hommes ne sont que 26%. Cherchez l'erreur. Alors, cherchez l'erreur, disais-je. Je crois que je l'ai trouvé, l'erreur. Là, voilà l'erreur. Denis Baupin, lui aussi, est capable de tout. 8 femmes l'accusées de harcèlement sexuel. 8 femmes, hein, pas 1, pas 2, pas 3, non, 8. L'affaire a été classée sans suite pour cause de prescription. Et le voilà, aujourd'hui, qui porte plainte contre les femmes en question, tout en se félicitant, je le cite, de son innocence et du fait qu'elle ait été prouvée. Or, rien du tout. La justice n'a rien prouvé du tout. Elle n'a pas parlé d'innocence. Elle dit juste que les faits sont prescrits. Ribambelle de papier sur les sites internet des journaux où Baupin se fait remettre énergiquement à sa place, d'autant que dans son communiqué, eh bien, le parquet ne remet pas en cause la sincérité des plaignante. Allez, on termine avec celui alors, qui ça va être rejugé, alors c'est... Non, là, il porte plainte maintenant pour diffamation. Mais à partir du moment où il porte plainte, est-ce que il va être rejugé pour le coup? Non, pas sur cette affaire. En revanche, les femmes ont la possibilité de... C'est un peu technique, mais de porter plainte au civil, parce que là, la prescription est de 5 ans, alors que sur les faits au pénal, elle était de 3 ans. Donc c'est pas fini, cette affaire. C'est pas fini. On va juste terminer, William, avec celui qui ose vraiment tout. Oui. Mais ça lui réussit. Regardez, Karl Lagerfeld, pour les besoins de la présentation de la collection Chanel hiver 2017-2018, il a réussi à faire décoller une fusée à l'intérieur du Grand Palais. Et vous savez quoi? Sans transpercer la verrière. Très fort. Et on vous montrera l'image avec Isabelle Chalençon. Merci beaucoup. Mais d'abord, les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Emmanuel Macron, candidat du mouvement En Marche à l'élection présidentielle. Et il tente de se faire entendre sur son projet, son programme. Il faut dire que ce n'était pas évident en pleine affaire Fillon. Celui qui fait maintenant figure de favori doit gérer, on va dire, des problèmes de riches, à commencer par des ralliements plutôt encombrants. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Alors vous avez présenté, c'est vrai, votre projet. Les Français, ils en ont vu passer des projets, ils en ont entendu des programmes et ils en ont eu parfois des déceptions. Il est encore temps, ce matin, de replacer le curseur. Qu'est-ce que vous leur dites? Je tiendrai toutes mes promesses ou je ferai ce que je peux? Non, ni l'un ni l'autre en ces termes. Je l'ai dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le cœur, c'est la vision, les valeurs, le cap qu'on donne au pays. C'est ça la fonction d'un président de la République. C'est faire aussi. C'est faire clairement sur les priorités et le cap qu'on s'est fixé. Pourquoi pendant des semaines et des semaines j'ai résisté à la manie du programme? D'abord parce que je voulais le construire différemment, ce que nous avons fait. Le programme que j'ai présenté la semaine dernière, il est le fruit d'abord d'une consultation des Françaises et des Français l'été dernier, et ensuite d'un travail fait par toutes celles et ceux qui sont dans le mouvement En Marche. Il y a plus de 3000 ateliers qui ont préparé. C'est donc venu du terrain. Ça n'est pas un travail fait en chambre ou un projet fait en chambre. Et donc, il répond concrètement aux priorités du terrain telles qu'elles nous sont remontées. Il y a des engagements. Et il y a des engagements très clairs.
On va en prendre quelques-uns. Vous avez totalement raison. Et en insistant sur un point qui manque un peu, à votre programme, la question de la méthode. Vous dites par exemple, c'est peut-être des informations et des propositions qui sont remontées du terrain, mais vous dites réforme des retraites, réforme des régimes spéciaux, d'autres l'ont promis avant vous. L'enjeu, c'est la méthode. Comment comptez-vous lever les blocages? Et il y en a eu sur ces sujets-là. Vous ne le dites pas. Est-ce que vous avez un modèle en matière de réforme? Alors, il est toujours difficile d'avoir des modèles, même si plusieurs pays ont réussi des réformes difficiles, parfois radicales, dans des contextes beaucoup plus calmes que ce que nous avons pu connaître en France. Je pense aux pays scandinaves ou au Canada. Ce que mon projet porte, c'est un ensemble, en effet, de propositions avec des réformes de court terme qui sont à faire de manière urgente et prioritaire. La réforme du droit du travail, de la formation continue, de l'éducation, qui sont détaillées, et des réformes dont je le dis moi-même, elles mettront 5 à 10 ans à commencer à être mises en œuvre. Celle des retraites que vous avez citée. Le but de ce projet, c'est d'abord de tout mettre sur la table, d'expliquer les priorités. Il y a plusieurs centaines de mesures dans ce projet. Ce que je dis très clairement, dès le début, je l'ai fait la semaine dernière en le présentant, c'est que vous ne maîtrisez pas ce qui va advenir durant les 5 ans. Il y a des faits, par définition, qui vous échappent. Qui avait prévu le terrorisme en 2012? Qui avait prévu la crise financière en 2007? Par contre, il y a un cœur de projet sur lequel je m'engage, quoi qu'il advienne, qui sont ces 6 chantiers principaux, ce contrat avec les Français, où là, d'une part, je dis ça, c'est inconditionnel. C'est ce à quoi je m'attacherai quoi qu'il advienne pour le pays, parce que c'est ce qui nous permet de recréer de la cohésion nationale, ce qui nous permet de créer les vraies transformations du pays, de répondre à la fois à l'insécurité, aux problèmes du chômage et parfois à nos propres fractures. Et c'est ce sur quoi je demande à toutes celles et ceux qui nous rejoignent de s'engager avec moi. Le sujet, c'est vous. Le sujet, c'est vous. Et quand on est candidat à l'élection présidentielle, on incarne une fonction, une méthode. Par exemple, François Hollande avait dit « Ma méthode, ce sera le dialogue. Ce sera le dialogue social. Je discuterai avec les partenaires sociaux. Je ferai en sorte de ne pas monter les Français les uns contre les autres. » Après, on peut tirer les enseignements sur la façon dont les choses se sont passées. Mais vous, dans votre méthode de gouvernance, vous voulez discuter avec les syndicats, vous voulez prendre le temps, vous voulez aller vite. Quand je vous disais, est-ce que vous avez un modèle de gouvernance d'une certaine manière? Oui, je veux le faire de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être faites vite, et d'autres nécessiter du temps. La réforme des retraites, elle doit prendre du temps. Elle sera concertée, elle sera transpartisane et elle sera posée dans les premiers mois. Par contre, la réforme du marché du travail, la simplification de notre droit du travail, pour donner plus de place au dialogue social dans l'entreprise, la réforme du chômage et de la formation professionnelle, qui a la vocation justement à sortir d'un système paritaire qui n'est plus efficace, pour mettre tout le monde autour de la table, créer en place un vrai système de droit universel avec une formation et un investissement fait essentiellement sur les moins bien formés, les plus démunis. La réforme de l'école, parce que je veux remettre la transmission justement et la formation en particulier là aussi des enfants qui sont les plus fragiles ou les plus défavorisés au cœur du projet. Celles-là se feront rapidement. Elles sont exposées. Dans les 100 jours ? Elles sont... J'ai quelques difficultés avec la théorie des 100 jours. Parce que nous sommes un pays qui passe presque 2 ans à être en campagne électorale. On ne peut pas expliquer aux Français, on fait 2 ans de campagne pour avoir le droit de présider 100 jours. Non, je compte présider 5 ans. Par contre, ces réformes, parce qu'elles sont prioritaires, parce qu'elles sont attendues par nos concitoyens, parce qu'elles sont débattues durant la présidentielle, eh bien, elles doivent être appliquées rapidement. Donc pour ces réformes, ce sera la clarté, le calme, mais la détermination. Et ma volonté, c'est qu'elles puissent être présentées, votées, commencer à être appliquées dans le premier semestre du quinquennat. Alors on rentre dans un exemple très concret, c'est la journée des droits des femmes, vous le savez bien, l'égalité salariale. Voilà bien un sujet, à chaque présidentielle, on en reparle vaguement. Alors je rappelle quand même que les femmes sont toujours aujourd'hui payées 26% de moins que les hommes. Dans 60% des entreprises, il n'y a pas d'accord ou de plan d'action pour atteindre l'égalité salariale. Un exemple très concret, en termes de méthode, vous dites aux entreprises, maintenant il va falloir le faire, il y aura des sanctions. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Comment est-ce qu'on fait bouger un curseur comme celui-ci pour donner le sentiment que la politique, ça sert à quelque chose? Alors d'abord, on rappelle les faits. C'est dans la loi. Pourquoi il n'y a pas de sanctions, vous l'avez dit? Parce que c'est très dur à vérifier. Pourquoi c'est très dur à vérifier? Parce que cette inégalité salariale que vous pointez, elle est due à quoi? Au fait que les femmes ont moins de promotion que les hommes. Très dur à vérifier en actes.
sauf d'une manière que je vais expliciter, parce que les femmes sont plus cantonnées au temps de travail partiel, bien souvent subi, et c'est toutes ces petites choses qui créent l'inégalité salariale qu'on mesure à la fin. Moi, ce que je veux d'abord, c'est qu'il y ait dans toutes les discussions et donc le dialogue social au niveau de l'entreprise et de la branche, eh bien, un volet égalité salariale. Et je donne plus de place à la négociation sociale puisque je renvoie la construction des accords et de ce qu'est le droit du travail au niveau de l'accord majoritaire d'entreprise et de branche. Donc là, je dis, il faut un volet égalité salariale. Il faut qu'on débatte clairement au moins une fois par an entre les représentants des salariés et des employeurs de qui est au temps de travail partiel, comment se font les salaires et comment se font les promotions. Ensuite, ce que doit faire l'État, c'est ce qu'on appelle le testing. C'est-à-dire qu'on ira contrôler, et on fera de même d'ailleurs sur les discriminations à l'embauche. On a commencé à le faire quand j'étais ministre. Eh bien, on ira contrôler de manière totalement non prévue les comportements dans l'entreprise. Et on sanctionnera les entreprises qui ont des pratiques de discrimination et qui construisent une inégalité hommes et femmes. Et au-delà de ça, moi je crois beaucoup à cette pratique que j'avais adoptée sur d'autres sujets, là aussi comme ministre. Je souhaite qu'on rende public chaque semestre les moins bons élèves en la matière. Et donc on crée de la pression dans l'entreprise par le dialogue social, par le contrôle que l'État justement doit faire et par une publication des listes. Et vous voyez, ça c'est toute la méthode à laquelle je crois. C'est un pragmatisme que la France a oublié. Je ne vous propose pas, comme dans toutes les campagnes présidentielles, de faire une nouvelle loi. On ne préside pas, on ne gouverne pas forcément par la loi, mais par la transformation sociale qui assigne des responsabilités à chacun et qui permet de changer concrètement les choses. Alors, visiblement, et ça a déjà commencé, on va taper à votre porte dans les jours qui viennent. Royal, Le Drian, Le Foll, Claude Barthelone et même, il paraît, Bertrand Delanoë qui vous rejoindrait. Que direz-vous aux valsistes, aux Hollandais qui seraient tentés de vous rejoindre en masse? Est-ce qu'à un moment donné, à En Marche, on sait dire non? Mais En Marche, il y a deux choses. Il y a toutes celles et ceux qui vont exprimer ou qui ont exprimé le fait qu'ils ne se retrouvaient pas dans leur candidat naturel et qu'ils allaient soutenir ma candidature. Et vous l'avez de gauche comme de droite, compte tenu de ce que les primaires ont donné et compte tenu des candidats qui en sont sortis, qu'il s'agisse de François Fillon ou de Benoît Hamon. Et ça, je l'ai dit dès le début. Et donc que des femmes et des hommes qui ont des responsabilités politiques indiquent leur choix pour les élections, je dis à la fin des fins, je veux vous rassurer ici, moi je souhaite avoir au moins 51% de nos concitoyens qui en appellent à un tel vote. Donc je ne vais pas les rabrouer. Par contre, une autre question est de savoir s'ils intègrent un dispositif de campagne, des responsabilités et un organigramme. Vous avez noté que pour une très grande majorité des gens qui ont pu s'exprimer dans cette direction, ça n'a pas été le cas. Donc je sais dire non avec beaucoup de politesse et de pragmatisme. Et pourquoi ça serait important de dire non à vos anciens camarades, aux valsistes ou aux Hollandais? Pourquoi à un moment donné, il faut que En Marche reste En Marche, qu'Emmanuel Macron reste sur cette ligne-là? Ce serait un problème, ce serait une difficulté dans la campagne? Il faut beaucoup de pragmatisme là aussi. C'est-à-dire que la démarche qui a été la mienne dès le début a été de rassembler les progressistes de gauche, du centre, de droite et de la société civile. C'est ce que nous sommes en train de réussir. C'est ce que nous sommes en train de réussir. Et d'ailleurs, vous-même, si cette actualité n'était pas là, vous seriez la première à me dire, vous voyez, ça ne marche pas votre affaire. Les progressistes de gauche restent avec Benoît Hamon. Les progressistes de droite, ils vont vers François Fillon. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et donc, ils sont en train de venir à nous. Ce qui fait dire aujourd'hui à Benoît Hamon, vous l'avez bien entendu, il dit que vous êtes un candidat chimère, lion devant, dragon derrière, chèvre au milieu. Vous savez, Benoît Hamon démontre, comme François Fillon hier soir dans son meeting, ce qu'est être un candidat anti-système. C'est quand tout le système, justement, se met d'accord pour l'invectiver. Donc, je ne suis pas surpris par cela. Ça a commencé le 6 avril 2016. Ça continue, ils ne sont pas très originaux. Et comme ils n'ont pas grand-chose à dire sur leur propre programme, ils passent beaucoup de temps en rassemblement à parler de votre serviteur. Mais ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train... Vous parlez de vous à la troisième personne, Emmanuel Macron. C'est une formule de politesse qui évite de dire moi, mais je pourrais dire moi si vous préférez. Oui. Donc, je suis en train de vous dire que nous sommes en acte en train de démontrer ce rassemblement des progressistes. Après, moi je suis le garant du renouvellement qu'En Marche porte. C'est-à-dire que vous avez des femmes et des hommes
qui, de manière très concrète, s'engagent dans la vie politique. Et ce seront au moins la moitié des parlementaires, des candidats que nous investirons pour les législatives. Et après, ce sera vous avez des femmes et des hommes inconnu. de gauche, de droite. Mais regardez la nature de notre paysage politique. Aujourd'hui, dans cette élection, aucun candidat ne peut prétendre gouverner, présider avec un parti unique. Aucun. Et donc, ce que nous sommes en train de construire de manière claire et déterminée depuis le début, c'est à la fois le renouvellement et un rassemblement des progressistes. Et donc, vous allez avoir des femmes et des hommes venant de la social-démocratie française, des femmes et des hommes du centre. L'alliance faite avec François Bayrou en est l'illustration. Des femmes et des hommes venant de l'écologie, François de Rugy. Des femmes et des hommes venant de la droite modérée. Toutes et même tous. Du Parti communiste. Et vous avez totalement raison, des progressistes de gauche venant de l'ex-parti communiste. Toutes et toutes, dans leurs identités, dans leur complémentarité, eh bien, se rassemblent autour du projet que je porte, et en particulier des 6 chantiers présentés la semaine dernière. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Merci à vous. C'est à vous William, avec un peu de retard, pardon. Ah bon? C'est pour rien. Si, c'est lui. Je vous laisse les clés. Hein. Je ne suis pour rien. Ah, mais il faudra donner 2 minutes à chacun maintenant. Ben voilà, et voilà. Merci beaucoup, à plus tard. Comme vous le savez peut-être, nous sommes le mercredi 8 mars, donc c'est le jour des droits des femmes. Et il en est beaucoup question sur Internet, bien sûr. Et Laura du web l'a remarqué. Il y a un site dédié, mais ça crée une polémique. Parce qu'aujourd'hui, on est censé mettre les femmes à l'honneur, William. Oui. Et il y a eu la Fashion Week il n'y a pas longtemps. Là, on est encore dedans. Oui. Et Yves Saint-Laurent a choisi, la marque Saint-Laurent a choisi ce moment-là pour révéler sa publicité, qui est une publicité, je ne peux pas vous dire, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les magazines en ligne, Le Monde, le Huffington Post, tous parlent que d'une chose, de cette publicité dégradante que vous voyez ici, où on voit une femme totalement affalée, les fesses en arrière, sur des talons qui sont transformés en pâte. Celle-là. Je la vois sur une... Oui, d'accord, pardon. On ne voyait pas très bien. Ah oui, d'accord, oui, très bien. Donc voilà, et il y a une autre publicité encore plus suggestive où on met les jambes de la femme en avant très maigre et on voit sa petite culotte. Donc effectivement, on va dire que c'est un mauvais timing. Peut-être que cette publicité, on ne l'aurait pas remarqué si on n'était pas dans cette semaine du 8 mars, mais dans toutes les belles initiatives... Il y a une coïncidence malencontreuse. On va dire ça. C'est ce qu'on appelle le bad buzz. Bad buzz. Ah, c'est pas mal ça, le bibi. On va commencer avec Laura du web. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous arrivez pile à l'heure où elle va vous proposer un bon plan. Le bon plan de tous les amateurs de musique qui aiment découvrir des nouveaux artistes ou des artistes confirmés. Bon. Mais parfois, on a envie, vu nos vies, de prendre une décision un peu à la dernière minute, de ne pas réserver son concert 2 mois avant et de dire, bon, ben voilà, si cette semaine ou ce soir, comme on pourrait dire, ben, on se fait un ciné ce soir, tiens, on se fait un petit concert ce soir. Ah ben non. Ben non, mais maintenant si. Grâce à ce site. Ah bah si, maintenant. C'est bien, non, je veux bien le... Hein vous êtes bien le consommateur. Non, mais elle m'a écrit toutes les questions. Vous êtes un excellent comédien. Vous n'avez pas tourné dans le dernier Lelouch, vous J'aimerais bien. Donc le principe du site, c'est un abonnement qui vous permet d'aller assister à des concerts quand vous le souhaitez. Au dernier moment, on peut Au faire dernier ça moment, comme ça. Et puis surtout, il vous aide à trouver... On s'adresse à qui, alors ? On s'adresse au site qui s'appelle Guest Me. On s'inscrit sur le site, on s'abonne et on a le droit à un nombre de concerts par mois. Et en fonction de vos goûts, vous allez choisir des concerts différents, puisqu'il y a plein de styles musicaux différents. Peut-être qu'un jour, on verra Anna, puisque Télématin, c'était... Finalement, c'est un vivier d'artistes. Un vivier, bien sûr. Dont certains se produisent sur scène, bien sûr. Voilà, mais je n'ai pas le droit de vous le dire, là. Je ne peux pas faire. Moi, c'est pas grave. Mais peut-être sur les réseaux sociaux, j'ai le droit. On peut le dire. On peut dire qu'Anna est musicienne, là, jusque-là, et qu'elle chante. Et peut-être qu'elle sera sur Guest Me un jour. On ne peut pas dire qu'elle a fait un album, ça, on ne peut pas le dire. Non, ça, on ne peut pas. On ne peut pas montrer son clip, mais on le montrera sur les réseaux sociaux, parce que là, on a le droit. Ou alors, on le présente clandestinement et on floute son visage. C'est ça. Enfin, comment ça marche? On est allé rencontrer le fondateur du site. Le concept de Guest Me, c'est un abonnement pour les concerts et les soirées. C'est 33 € par mois pour une personne et de 60 € pour 2 personnes. Donc vous pouvez venir avec la personne de votre choix. Ça peut être une personne différente à chaque fois, votre copain, votre mère, votre frère. Et vous accédez à un nombre de concerts, 1, 2, 5, 10. Vous pouvez choisir comme vous voulez parmi le catalogue qu'on propose. C'est
c'était important pour nous de pouvoir proposer aujourd'hui pour les concerts cette offre qui n'existe pas et qui est une nouvelle façon finalement de vivre les concerts de façon beaucoup plus décomplexée et de finalement décider beaucoup plus spontanément d'aller voir un concert à la dernière minute. L'idée, c'est de proposer à la fois des artistes qui sont installés, donc qui jouent à guichet fermé, pour lesquels nous, on a des billets. On se met d'accord très tôt avec nos partenaires, ce qui fait qu'on est finalement les derniers à avoir ces places, puisqu'on les rend disponibles quelques jours avant l'événement. Donc le concert est complet depuis des semaines, et nous, on propose ces places quelques jours avant, et c'est les derniers billets. Donc ça a une valeur extrêmement forte pour nos abonnés. Et par ailleurs, on a aussi une logique de soutenir les artistes en développement. Emmener vers de la découverte et des artistes qui aujourd'hui sont dans des salles qui sont relativement importantes. On parle de Bataclan, d'Élysée-Montmartre, des Cigales, mais qui remplissent pas nécessairement tout le temps. Donc voilà, l'idée c'est aussi de permettre à ces artistes-là d'être vus et de devenir les stars de demain. Aujourd'hui, on est concentré beaucoup sur tout ce qui est pop, rock et musique électronique. Donc on est sur cette typologie de musique. Dans les types d'artistes, c'est très varié. On a en musique électronique, on propose des groupes comme Justice par exemple. En rock, on a Placebo. On a proposé récemment Jane et Julien Doré. Alright, on continue à chauffer l'ambiance, promis. On est relativement éclectique dans les choix qu'on propose, mais on est vraiment dans une logique de programmation. C'est-à-dire qu'on ne propose pas uniquement les concerts qui ne marchent pas. L'idée, c'est qu'on choisit les concerts qu'on programme. On a aussi un catalogue assez fourni. On a proposé plus de 120 événements là, depuis les 4 mois qu'on a lancés. Donc voilà, il y a des soirs où il y a 3 ou 4 événements. Donc si par hasard et par malheur, un des concerts venait à être complet, vous pouvez toujours aller découvrir un autre artiste. Voilà, il y a une offre qui est quand même très fournie. On a proposé plus de 300 artistes depuis le lancement. Est-ce qu'il y a une heure limite au-delà de laquelle il ne faut pas taper Non, a priori, il n'y a pas d'heure limite précisée par le site. Si j'appelle à 18h30... Donc, déjà, vous appelez pas, vous avez votre smartphone, pardon. Le téléphone ne sert plus à appeler aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui, ça sert Donc, c'est une application, vous dites, voilà, j'ai besoin de 2 places avec ma femme, on va aller voir ce concert. Et s'il y a de la place, évidemment, vous avez le droit d'y aller. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de découvrir des nouveaux artistes, d'autres artistes. Au-delà de 18h30, non. Non, il n'y a pas de limite précisée. Vous êtes sûr? Oui. Bon, merci beaucoup. Vous voulez qu'on essaye ce soir? Au revoir. Je vous emmène au concert? Oui, je suis pas libre. d'Anna Reinhardt, peut-être. Ah non, on n'a pas le droit de le dire, pardon. Mais on n'a pas le droit de dire que très bientôt. À 8h15, dodo, pyjama. Et on n'a pas le droit de donner ces dates de concert, non. Les dates de concert, non, on peut pas. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. Cette voix me dit quelque chose. C'est étrange, non? Ouais. Faut reconnaître que ce sont des amis de la famille. Mais vous êtes tombé par hasard sur Thomas Dutronc ou en faisant ce reportage sur la photographe ou pas? C'est-à-dire que c'était un habitué de la photographe et que quand il a été question de monter une séance, il a couru au beau milieu de ses dates de tournée pour en être. Parce que Lisa Rose, cette photographe, a en effet d'abord un lien particulier avec les artistes et un travail qui défie les lois du temps que voudrait nous imposer notre monde moderne, à l'heure où tout le monde mitraille numériquement et s'improvise photographe professionnel. Exact. Eh bien, elle travaille avec des chambres, c'est-à-dire elle fait des photos uniques, instantanées, avec des films qui n'existent plus, qu'il lui faut chiner à travers le monde, et elle réalise des photos. Et en plus, elle peint. Donc, elle mélange tous ces arts, ce qui fait que les Vanessa Paradis, Higelin, Souchon, Eddie Mitchell, etc. Voilà, vous voyez là... C'est qui, là? C'est Thomas Dutronc à gauche. Oui. Et qui est cette personne à droite? À droite, c'est une très belle comédienne. Ah, c'est une copine à lui. Oui, voilà, exactement. Sacré Thomas. Il est toujours bien entouré. Et donc voilà, on les a retrouvés. D'abord, on l'a retrouvé dans un véritable petit écrin tendu de broderies indiennes anciennes absolument incroyables. Oui. C'est à Saint-Germain-des-Prés, dans une galerie où elle expose et où on peut découvrir encore ses photos jusqu'au 18 mars. Et ensuite, en pleine séance photo, chez un des plus rock'n'roll des couturiers, Paul Smith, anglais, qui soutient les artistes, etc. Et on était mort de rire pendant toute la séance parce que je défie King Kong, comme dirait, de trouver une famille plus drôle que les Dutronc. Ça, c'est une blague à la Thomas, ça. C'est une blague à la Thomas, je ne le cache pas. Les droits d'auteur, voilà, comme on déclare tout à Télématin, comme des petites. Donc voilà, je vous y emmène. Allons voir les coulisses de cette séance photo. Ma méthode de travail est un petit peu hors temps, je dirais, surtout dans ce nouveau monde qui va très vite. Mes prises de vue sont faites donc à la chambre, avec un film instantané, et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Donc il y en a qui sont vraiment extrêmement périmés.
Sur certaines des images, il y a des zones de température un petit peu différentes. Et c'est vrai que tous ces films sont du coup très organiques. Finalement, c'est un peu lui qui commande quelque part. Une fois que la prise de vue a été réalisée, je viens travailler de manière très artisanale et je mets des réaux d'or, de peinture sur les tirages. C'est au-delà après de la photo, ça devient presque comme des petits tableaux uniques où c'est un mélange finalement de photos, de peinture. Mon inspiration est très 19e. Et à la fois avoir ce côté intemporel avec des artistes d'aujourd'hui. J'aime bien l'idée où on peut un petit peu se perdre dans les images. On ne sait plus si on est au 19e ou en 2017. Les artistes m'amènent leur poésie. Il s'agit de musiciennes, musiciens, acteurs, actrices. C'est ça qui me plaît justement, il y a un échange. Bon, alors où tu veux que je me mette? Peut-être si tu te mets là. Nous allons faire une séance photo avec Thomas Dutronc. Ça va être une séance, je pense, assez ludique, parce qu'on va essayer un petit appareil photo à chaque séance. C'est vrai que c'est une nouvelle aventure. Si tu baisses un tout petit peu le menton. Baisse le menton. Ouais, exactement, parfait. Ça laisse la place plus ouverte à l'accident, quoi, de travailler comme ça à l'ancienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui reviennent au vinyle, à l'analogique. On repasse même des travaux numériques dans des bandes analogiques pour redonner du grain, une espèce de chaleur. Les matières qu'elle utilise aussi, comme elle repeint sur les photos, ces superpositions et tout ça, c'est aller plus loin que juste la photo. Je crois que quand on est artiste, on aime bien explorer des zones inhabitées, des zones vierges. Et là, elle a réussi à trouver ce truc qui est bien à elle et ça fait plaisir. Éclairé par la lumière du jour. Éclairé, voilà, c'est la seule contrainte qu'elle ait par rapport au temps. Nous, on court tous. Elle attend le soleil. Elle le dompte et elle fait des images. C'est Mathieu Chédid, qui dit que c'est la séance photo la plus rapide à laquelle il participe à chaque fois, puisque la préparation a lieu en amont. Ouais. Elle crée des décors, une ambiance, elle attend le soleil, et puis là, l'artiste arrive, s'assoit, elle appuie sur le bouton 2-3 fois, et il y a 2-3 photos magnifiques qui apparaissent immédiatement. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Bon. C'est génial. Je vous rappelle que Thomas Dutronc est le 4 avril au Trianon, dans une des plus belles salles. C'est à Paris, sur les boulevards, entre Pigalle. Ah bon, c'est pas à Versailles? Non, c'est pas à Versailles, c'est une des meilleures salles de concert à Paris. Donc ça vous allez y aller, c'est un écran. Oh, je l'ai dit. Ça, j'en rêve. Alors ça, je peux vous dire. Là, je le dirai. Tant pis. Non, mais sur le réseau. On vous dira... Quand Gersat se produit, vous produisez pas en ce moment? Non, on parle d'Anna, là. Non, c'est gentil. Et sinon, moi, je vous parle de la galerie du studio, où vous pouvez voir les photos de Lisa Rose foncée, c'est magnifique, c'est des petits tableaux. Gersat, il ne chante pas, il fait d'humour sur scène. Il y en a plein comme ça dans Télématin. Mais il danse. Et il danse, oui. Ça, c'est peut-être pas... Vous pouvez arriver juste après, parce que c'est pas le... Sinon, il fait de la natation synchronisée aussi. La mode est un vrai secteur économique, vous le saviez probablement, mais jusqu'à quel point? Alors, c'est vrai que ça a l'air futile comme ça, mais il y a effectivement un vrai poids économique, ça rapporte beaucoup d'argent à la France. Vous allez voir sur quelques schémas, le poids de ce secteur dans l'économie de la France, ça rapporte chaque année, regardez, 36 milliards, soit 1,7% du produit intérieur brut, 1,7% de la richesse annuelle de la France. C'est la valeur ajoutée, le bénéfice en gros que génère la mode en France. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, il faudrait comparer à d'autres secteurs. Hein. C'est fait pour, regardez le joli carton qui suit, qui compare avec d'autres secteurs de l'économie française. Il va venir, le voici, il va pas tarder, le voici. La mode rapporte plus à la France que le secteur automobile, vous voyez, ou que le secteur de l'aéronautique. Hein, on dirait pas. Hein. Non. Si. Parce que quand on vend un Airbus, ça se voit. Quand on vend un vêtement, c'est plus petit. Oui, on en vend un tout petit peu plus, peut-être. En fait, on en vend plus, exactement. Plus de petites culottes que d'Airbus. Tout à fait. Voilà. Donc, ça fait 1,7% du PIB. C'est beaucoup plus, vous voyez, que l'auto ou que l'aéronautique. Alors, pour ce qui est des exportations, là, c'est un petit peu différent. Parce que la mode, on la consomme nous-mêmes en grande partie à l'intérieur de la France, tandis que l'automobile, on les exporte beaucoup à l'étranger. Oui, donc... mais c'est quand même pas mal. Hein. Oui, en deuxième position 33 sur le podium, milliards d'exportations. Voilà, c'est pas mal. C'est les trois finalement. Tiens, c'est intéressant ça. On a comparé les trois parce qu'on parle souvent des ventes d'Airbus et des ventes de voitures. Donc c'est pour ça que j'ai mis avec. Et si vous mettiez les ventes d'armes? C'est compliqué. J'ai pas compté. Peut-être qu'ils s'en vendent pas quand ils vendent des armes. Alors, je précise que du point de vue économique, la mode, ce sont les vêtements, mais aussi les chaussures, les sacs à main, aussi les montres. La petite horlogerie est comptée avec la mode. Et même les cosmétiques, en fait, c'est l'industrie de la beauté.
Et on est très fort sur les cosmétiques. Modes et beauté. Voilà. Du point de vue de l'emploi, combien d'emplois sont générés en France par le secteur de la mode? Regardez, environ 580 000. Alors aussi bien les vendeuses et vendeurs dans les magasins de prêt-à-porter, les stylistes qui dessinent les collections, les commerciaux qui s'occupent de la communication des marques de vêtements, que ce soit des marques haut de gamme ou des marques de supermarché, sans distinguo. 580 000 emplois en France. Je ne parle pas des sous-traitants dans les pays étrangers, hein, vraiment les emplois en France. Quel lapsus. Faut dire qu'on a encore pas mal d'ateliers en France pour la maroquinerie, par exemple, pour les accessoires, pour les laboratoires qui fabriquent les cosmétiques. Sur ces 580 000 emplois, environ un quart est dans le secteur strict de la vente de vêtements. Donc vraiment, la vendeuse du magasin d'à côté, c'est un quart de ces 580 000 emplois en France. Et puis évidemment, tout ça, ce sont des gens qui consomment, hein, qui dépensent dans les supermarchés. Donc ça génère beaucoup d'argent, encore une fois. Pour ce qui est de la Fashion Week, ou plutôt des Fashion Week, parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est un peu comme les soldes, on ne sait plus, il y en a tout le temps. Sachez par exemple que la quinzaine... Il y a prêt-à-porter et haute couture. Ah bah regardez, pas que. La quinzaine qui vient de se terminer, parce qu'on dit Fashion Week, mais c'est plutôt une quinzaine de jours. Celle qui vient de se terminer, c'était le prêt-à-porter féminin, fin juin. Oui. Ça sera la mode masculine. Début juillet, ça sera la haute couture, qui est à part. Et il y aura encore du prêt-à-porter fin septembre. Vous voyez, c'est un peu toute l'année. Ça génère aussi de l'argent, ça. Parce que les touristes, souvent fortunés... Anna Wintour, elle-même. Oui, exactement. Et Pharrell Williams. Et oui, Pharrell Williams, qu'on a vu avec un joli bonnet. Donc tous ces touristes fortunés qui viennent à Paris pour les Fashion Week, eh ben, selon les estimations de l'Institut de la mode, ça fait environ 400 000 visiteurs étrangers chaque année. Et puis qui dépensent plus d'1 milliard, apparemment, dans les magasins, dans les restaurants, dans les hôtels. Je vous dis, pour finir, que la Fashion Week française, ou plutôt parisienne, c'est de loin la première, c'est la plus internationale. Oui, non, c'est vrai. Beaucoup plus internationale, beaucoup plus de grandes marques internationales viennent à Paris que, par exemple, à Milan, à Londres ou à New York. Donc, du point de vue de la mode, vous voyez, c'est pas un cliché. La mode, les cosmétiques, l'industrie de la beauté, c'est vraiment un fleuron de l'industrie française, cher monsieur. Merci beaucoup, Frédéric. Qui c'est celui-là là Ed Sheeran. Alors, Ed Sheeran, voilà. Vous n'êtes pas tout à fait dans la cible, mais c'est un garçon qui n'a pas besoin de vous pour vendre des disques. Je vous donne un exemple. Là, Dommage. Il aurait fait fortune. C'est vrai. Juste pour vous donner à peu près qui est Ed Sheeran, son dernier disque était très attendu, son troisième. Le premier jour où il a été en streaming, vous pouvez l'écouter, sur Spotify, il a été écouté 57 millions de fois le premier jour, pour vous dire le niveau du gars, Ed Sheeran. Oui, c'est pas mal. Donc, voilà. Il a 14 ans ou... Eh bien, vous n'êtes pas loin du compte. Il a 26 ans, il est anglais, puisque les artistes aujourd'hui sont britanniques. Voilà, ça se voit la couleur de ses cheveux. Ça se voit un petit peu, évidemment. Le côté poil de carotte ne vous aura pas échappé. Son premier EP, c'est d'ailleurs 5 petits titres, sort en 2005. Donc s'il a 26 ans maintenant, vous imaginez qu'il avait 14 ans. Donc le gars est quand même assez fort. À 14 ans, il sort un premier disque. Tout de suite, il est signé chez Atlantic. Et là, il sort un premier vrai disque, carton absolu. Le disque s'appelle Plus. Et justement, le plus, c'est qu'il en a vendu 4 millions au numéro 1 dans tous les hits. Ensuite, il sort un deuxième album qui s'appelle Multiplié. Cette fois-ci, Pharrell Williams, qu'on a vu dans l'extrait juste avant, qui se dit, tiens, je vais t'accompagner. Donc sur un titre, il y a Pharrell Williams également. Et voici, il va faire toute la calculatrice, puisque cette fois-ci, c'est Divide, son prochain album, enfin son prochain qui vient de sortir. Je vous propose un petit extrait, c'est le carton assuré. Ah bon? Ah oui, c'est très addictif. Ah bon? I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. Et à chaque fois, c'est très différent ou ça donne plutôt une bonne idée de ce qu'il fait en général, cette façon de faire? En tout cas, ce sont des titres qui fonctionnent très très bien. C'est très mémorisable, très dansant. Là, autour de la table, tout le monde bougeait la tête comme ça. Oui, tout de suite. Vous aussi d'ailleurs, chef. Non, j'aimerais bien qu'on ait ces images au ralenti. Des petits personnages à l'arrière de la voiture. Oui, c'est ça, avec les yeux qui s'allument quand vous freinez. C'est pas gentil pour Ed Sheeran. Il sera le 6 avril dans la salle qu'on appelait avant Bercy, mais maintenant ça a changé de nom. Donc voilà. Si vous dites version, c'est où c'est. Vous voyez où c'est à peu près. Ça va aller. Voilà, c'est ça, à côté des impôts. Vous voyez, c'est juste à côté. On continue avec un groupe qui s'appelle Temple avec un S à la fin, et un nouvel album qui s'appelle Volcano. Voilà des jeunes gens qui se sont rencontrés il y a 5 ans. Alors on est un peu moins pop sucré que Ed Sheeran.
On est un peu plus rock psychédélique. Eux, ils ont plus écouté Pink Pop Floyd. sucré, vous l'appelez l'autre. Oui, c'est un peu de la pop sucrée. C'est-à-dire que Mais c'est pas péjoratif. Ah non, c'est pas péjoratif, mais ça veut dire que c'est sucré. Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez écouté, je sais pas, peut-être une dizaine de fois, je suis pas certain que ça va rester à jamais dans l'histoire du rock, mais c'est dans l'histoire de la pop, mais c'est quand même très bien fait. D'accord. J'ai pas dit du mal là. J'ai dit du mal ou pas? Non, j'ai pas dit du mal. Alors là, et eux, c'est quoi Alors Temples, voilà des jeunes gens qui se sont rencontrés il y a 5 ans. Ils ont fait un petit truc dans leur chambre comme ça, ils l'ont mis sur YouTube. Il y a un label qui les voit, qui fait ah c'est pas mal. Pouf, ils font une petite tournée. Pouf, ils font un petit disque. Les voici c'est avec un peu sucré aussi là, en tout cas l'image. Ah oui, non, c'est sucré parce qu'ils ont filmé ça chez leur grand-mère. C'est le jardin de leur. Ils ont piqué la chemise de papa. C'est Tata Suzette. En 72. Voilà, donc ça date de maintenant. Vous allez voir, c'est un peu psychédélique, la musique et le clip, mais c'est vachement bien. Temples, album Volcano. Allons-y. Là, vous diriez, c'est quel genre C'est pop rock un peu psychédélique, ouais, mais c'est très très bien, hein, franchement. Temple. Vous l'avez la photo. Regarde, on peut zoomer sur le personnage qui est en bas, au milieu là. On dirait Valérie Lemercier. Alors vous savez quoi? C'est le fils de Valérie Lemercier et Gaspard Proust en même temps. Regardez. Regardez là. C'est Gaspard Lemercier. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi j'aime bien quand on fait le jeu des sosies, chef, parce que j'ai ça ici. Ouais, c'est un jeu j'adore. formidable. Regardez. Un petit peu, hein, quand même. Ah on lui a mis une perruque, là, puis elle s'est glissée dans la photo. Valérie. Avec les cheveux de Mike Brandt. Ouais. Qui suis-je pour faire des vannes sur les vœux? Et quoi d'autre? Je me demande. On termine avec Liv Dawson. C'est toujours une anglaise, puisque évidemment, c'est que des anglais aujourd'hui. Liv Dawson a 18 ans. Alors, Liv Dawson, elle n'a pas encore sorti de disque, mais sur les internets, elle n'arrête pas de mettre des titres. Voilà, et franchement, c'est très très bien. Et je lui promets une jolie carrière. Pour vous dire, un groupe très connu anglais qui s'appelle Disclosure. Vous connaissez, ma chère Myriam, Disclosure? Of course. Si vous dites pas oui maintenant, j'ai l'air con, j'ai l'impression d'être le seul qui connaît ce groupe. Ah, très bien. Non, mais elle les connaît toutes. Oui, c'est vrai. La musique est dans sa famille. C'est vrai. Eh bien, Disclosure se rapproche de Liv Dawson. Généralement, c'est bon signe. Ça veut dire que ça va cartonner. Voilà. Vous pourrez dire, ah, la première fois qu'on a entendu parler, c'est dans la chronique du petit barbu. Regardez, Liv Dawson, c'est vachement bien. Hein, pas mal ça. Liv Dawson, c'est pas celle qui jette des frites. Liv Dawson, c'est celle qui chante. Ah, c'est pas un reportage sur des frites. Non. Dommage, parce que c'est bien. Et elle est toujours en short dans le jardin de Tata Suzanne. Là. Oui, c'est Tata Suzette, on avait dit. Elle est anglaise. C'est dans la banlieue de Londres. La thématique, c'est fleurs dans le jardin et pochette, voilà, photo ridicule. Parfait, merci beaucoup pour ce petit voyage.